dans le cadre de ces vidéos Good Vibes spéciales retraite, comme je les appelle maintenant. J'ai changé de mot. Moi, je dis qu'on est en retraite. Comment vas-tu, Pierre? Écoute, nettement mieux quand même. Il y a quelques jours, même pendant 2 semaines, j'étais vraiment down. J'ai eu pas mal de symptômes plus que suspects. Et, là, je reprends du poil de la bête Eh ben voilà. Donc, doucement. Et voilà. très On a heureuse de beaucoup de t'avoir. chance. Ouais, mais voilà, très heureuse de t'avoir avec nous en forme remontante, on va dire. Oui. Alors, aujourd'hui, Pierre, on va aborder la thématique comment développer notre puissance personnelle pour faire face avec sérénité, sachant qu'effectivement, le but de ces interviews depuis le début, c'est vraiment de nous permettre de traverser cette période qui est pour certains inattendue, qui est parfois complexe, en tout cas qui nous change de nos habitudes. Alors, avant de te poser quelques questions, je vais te présenter pour que notre public sache qui tu es. Donc, tu es coach de vie, auteur de 2 livres de développement personnel. Tu donnes régulièrement des conférences dans la vraie vie et en ligne, comme tu dis, et sur des sujets qui te sont chers, comme la bienveillance, le dépassement de soi et la résilience. Alors, dans les questions que j'ai envie de te poser, il y en a une qui revient, parce que notre public se pose déjà habituellement beaucoup de questions. Quand je dis notre public, les personnes concernées par le haut potentiel. Et ce que beaucoup de gens me disent, c'est que j'ai l'impression que je m'en pose encore beaucoup plus pour l'instant. Alors, je ne vais pas dire est-ce que c'est normal, docteur, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'on s'en pose plus maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là? On vit une période quand même très particulière, hein, tu le disais, parce qu'il y a une conjonction d'éléments qui sont en train de se passer, qui sont assez confrontants. Bien sûr, il y a ce virus, il y a le moment de confinement pour tout le monde. Pour beaucoup de personnes, c'est un arrêt, que ce soit arrêt de maladie, comme ça a été le cas pour moi, ou que ce soit un arrêt pratico-pratique parce qu'on est confiné. Ce qui nous amène à passer plus de temps avec soi-même. Et ça peut poser question à pas mal de monde. J'ai coutume de raconter cet exemple, tu vois, où, imagine Nathalie, ou d'ailleurs vous qui nous écoutez, vous vivez un moment de difficulté, vous vous sentez pas très bien avec tout ce qui se passe, et puis vous allez, parce que vous avez quand même le droit, vous allez voir une amie ou un ami proche, parce que voilà, vous vous sentez bouleversé, bousculé, vous avez besoin de parler, alors cet ami finalement vous dit ok, ça va, je veux bien te voir, mais passe vers 17h, et puis à 17h, vous passez, vous sonnez, vous ouvrez la porte, et quand vous arrivez, ben là, cette personne est devant son ordinateur en train de travailler. Ça bouillonne un peu, on a envie de partager des choses quand même, et on dit, écoute, ouais, viens, attends, il est 17h30, on va regarder, sur Netflix, il y a une super série qui m'a Black Mirror, ça fait vraiment bien, on va regarder ça. Alors vous regardez un épisode, et puis ça, sur le cœur, quand même, c'est difficile. Et puis viens, ouais, on va aller sur Facebook, ouais, c'était un chouette épisode, et viens, on va faire à manger. Ouais. Et vous avez toute cette émotion là, qui bouillonne, et puis à la fin de la soirée, vous repartez. Mais comment vous vous sentiriez, et comment tu te sentirais, toi, Nathalie, si tu vivais une telle expérience? Après l'expérience d'avoir regardé le film, c'est ça? T'en as un gros sur le cœur, tu vas voir ta meilleure Oui, amie. et de ne pas avoir Comme ça. Tu te sentirais comment? probablement pas très entendu, pas nourri dans ce qui est important pour moi, en tout cas. Ouais, oui. Et Mhm, le vrai souci, c'est que c'est comme ça qu'on se traite soi-même, tu vois. mhm, mhm, Et ça, vraiment, c'est aussi ce qui peut se passer en cette période-ci, c'est qu'on a plus de temps avec soi-même, et on n'a pas l'habitude suffisamment de s'écouter, de prendre le temps d'accueillir ce qui se passe profondément en nous. Et donc, ça crée de profonds inconforts. ouais. Et je, évidemment, je suis un adepte de la méditation, mais la méditation, on peut la faire de plein de manières différentes.
Et Daniel Kerrigan, avec qui j'ai beaucoup travaillé, tu sais, c'est mon co-auteur de Oser, ça change tout. Il m'a montré en fait, des recherches où on peut voir qu'on fait l'expérience de la vie de deux manières différentes, que ça soit ce qu'on appelle le réseau par défaut, default mode network, c'est-à-dire que ça tourne, c'est notre esprit qui pense. C'est formidable, ça permet de prévoir, tiens, je vais faire une conférence ou je vais faire un entretien avec Nathalie ce soir, qu'est-ce que je vais dire ou qu'est-ce que je ne vais pas dire et ça me permet, tiens, comment s'est passé la fois dernière et qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je devrais dire aux personnes. Et évidemment, c'est très pratique ce système en mode par défaut, parce que c'est lui qui nous permet de nous projeter, d'apprendre des choses, de se projeter dans la tête des autres, c'est l'empathie, c'est tout ça. Mais après, il peut tourner en boucle et ça peut devenir très fatigant. Et puis, on a une autre manière de faire l'expérience de la vie qui est ce qu'on appelle le réseau d'expérience directe. C'est celui dans lequel on est quand on est connecté à nos sens. Quand on est vraiment focalisé et avec toute notre attention à travers un seul sens. Et je suis en train de chercher, par exemple, une étude qui nous montre et qui cherche à expliquer pourquoi, quand on est en voiture, qu'on conduit en voiture, qu'on veut faire une marche arrière ou une manœuvre, on coupe la radio. C'est parce qu'on a besoin de mettre toute notre attention pour éviter de faire. Et à ce moment-là, c'est une forme de méditation comme une autre. On est concentré sur un sens en particulier, la vision, pour voir où on en est dans les choses. Et quand on est dans ce réseau d'expérience directe, eh bien, il est antagoniste par rapport à l'autre. C'est-à-dire que soit je suis dans l'un, soit je suis dans l'autre. Je suis pratiquement jamais, il y a des petits moments de transition, mais je suis pratiquement jamais dans les deux en même temps. Et nous avons besoin d'apprendre à passer du temps en expérience directe avec nous-mêmes pour juste faire de la place pour ce qui est là. Et je crois que des personnes en particulier dans ce domaine de douance, avec ce truc qui moule, que tu ne connais pas non plus, je sais, mais... Jamais connu ça, moi. Non plus. Et il nous dit des tours et on a besoin d'apprendre un peu à se poser et d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et on peut le faire à l'expérience tout de suite, d'ailleurs. Tu te dis, tiens, mais maintenant, voilà, je sens mes fesses posées sur le tabouret, j'ai la sensation d'un pied qui est par terre, l'autre qui est sur un pied de la chaise, je peux sentir quelque chose contre mon mollet. Et le simple fait de faire ça, ça me calme, ça me fait du bien. Et c'est un apprentissage, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ça. On ne nous apprend pas ça, on nous apprend à penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. On n'apprend pas à se connecter au corps, effectivement. Ouais. Voilà, et puis je pense, pour continuer de répondre à ta question, que ces personnes que nous ne connaissons pas, bien sûr, qui sont dans ce phénomène de douance, avec ce cerveau qui part en arborescence multiple, n'arrête pas de faire des passerelles entre tout ce qui se passe. Et oui, ben c'est le virus, et en même temps, il y a les criquets qui sont en train d'envahir l'Afrique et qui remontent vers l'Algérie, et tout ça est intermêlé avec la santé, la pollution. Donc, oui, plein de liens qui sont faits, en fait. Oui. Ouais. C'est pour ça que je reviens à cette notion de son puissancé, parce que si on se laisse porter par tout ça, ben, je crois que ça peut nous emporter loin. Et dans un magazine britannique dédié à des publications scientifiques de haut vol, c'est de Lancet, ils alertent les pouvoirs publics sur les risques qu'il y a à prolonger ce confinement, et Dieu sait si ça va être nécessaire, mais les risques sur la santé mentale de nombreuses personnes qui, si elles n'y prêtent pas garde, vont se retrouver à trop mouliner dans la tête et trop partir en sucette, comme on dit, et ça risque d'entraîner des stress post-traumatiques aussi. Donc, soyons prudents et anticipons dès maintenant, avant d'être trop loin dans le dérapage. Apprenons à nous poser et à nous sentir un peu plus relax avec le monde. Alors,
J'entends ce que tu dis, je partage tout à fait ton opinion. Je pense que tout le monde ne part pas du même endroit sur cet aspect-là. Il y a des personnes, tu en fais partie, j'en fais partie aussi, qui avons pris ce temps ou commencé à prendre ce temps pour regarder en nous. Certaines personnes ont une petite expérience, d'autres ont une grande expérience, certaines personnes sont habituées à vivre seules, d'autres pas. Et puis, il y en a qui ont jamais fait ça. Moi, je peux échanger avec des personnes qui sont très dans le métier, qui sont tout le temps parties, se retrouvent à la maison coincées avec monsieur et madame et les 2 enfants. C'est tout à fait une autre dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on peut concrètement… Alors, parce que si tu dis à une série de personnes, bah voilà, maintenant, il faut apprendre à être avec soi-même. Moi, je suis pas sûre, il y a quelques années, que tu m'aurais dit ça. Je pense, mais qu'est-ce qu'il me dit? J'aurais pas compris, ok, si je reviens il y a quelques années. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme clé concrète aux gens, aux personnes qui nous écoutent pour aller là-dedans, à leur rythme? Je suis un adepte de ce qu'on appelle l'écriture de soi. L'écriture de soi, c'est un exercice qui consiste simplement à prendre un carnet et écrire au moins 3 pages par jour. C'est Julia Cameron qui a mis ça au point dans son livre. Elle en parle. Et c'est ce que j'en ai retiré de plus important, je crois, dans son bouquin, qui est très bien par ailleurs. Mais c'est s'obliger, en tout cas dans un premier temps, c'est utile de s'obliger à faire 3 pages par jour, plutôt le matin. Et ces 3 pages, c'est des pages blanches qu'il faut remplir. C'est comme une punition, quoi. Vous avez 3 pages à faire. Tu n'es pas obligé de le voir comme une punition, Pierre, quand même. C'est pour montrer tu vois mon côté rebelle qui remonte, là. C'est pour montrer le côté contrainte à s'auto-imposer. Parce que c'est aussi cette contrainte qui va nourrir la relation à soi. C'est comme si je m'enferme avec moi, mais je suis obligé de me parler parce que à travers l'écriture et ces pages que je vais remplir, au début, ça peut être des trucs dans ouais, oh, j'ai commencé à faire ces 3 pages et je ne sais pas ce que je dois écrire et je ne sais pas ce que je dois faire. D'ailleurs, j'ai pas très envie de faire ces pages, mais je me suis engagé à les faire, donc je les fais, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Et c'est idiot, et j'ai pas envie. Et tu vois, on peut tourner en boucle, en boucle, en boucle, mais au bout d'un certain temps, on entre en relation avec soi. Et il y a quelque chose qui commence à venir sur le papier, auquel on n'a pas forcément pensé. Et d'ailleurs, ça sort sans que ça vienne de notre cerveau trop automatique. Et on commence à voir, tiens, mais c'est vrai que je me sens un peu inquiet pour l'instant. C'est vrai que je suis loin de telle ou telle personne et que ça me manque. Et que j'ai une part de désœuvrement aussi. Je ne sais pas trop bien ce que je vais faire de mon temps et combien de temps ça va durer. Et j'écris toute mon inquiétude sans essayer de la calmer, en l'accueillant. Voilà. Quand j'ai écrit Mon meilleur ami, c'est moi, je souhaitais justement, pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, de cet ami qu'on va voir et qui n'est pas disponible, de dire on a besoin d'apprendre à s'accueillir comme un véritable ami. Je crois que ça va beaucoup plus loin, qu'on a aussi besoin d'apprendre à accueillir nos émotions comme des amis. Pas en essayant de se dire « Oh, je suis fâché, j'ai peur, je n'ai pas envie d'avoir peur, je suis triste, j'ai pas envie… » Non, tiens, je ne suis pas triste d'être triste, j'accueille ma tristesse. Et qu'est-ce qui se passe en moi? Et je sens toutes mes émotions. C'est aussi Daniel qui m'a montré que finalement, les émotions, c'est comme un tableau multicolore que l'on a en soi avec des sensations, des tas de sensations sur lesquelles on va mettre des étiquettes. Et quand on prend par exemple, je suis stressé à l'idée de prendre la parole en public, ou je suis enthousiaste à l'idée de parler en public, c'est en fait la même nervosité. La différence, c'est l'idée que je mets derrière l'issue que cela aura. Comment ça va se passer? Si j'ai peur que ça se passe mal, alors je suis stressé, j'ai peur, je suis anxieux. Mais je peux aussi me dire, ah, je vais parler, et ce sera bien ou mal, et finalement, c'est pas très important, mais c'est chouette de parler. Ben, du coup, ça devient de l'enthousiasme. Hein. Et l'enthousiasme, étymologiquement, c'est entheos, quand les dieux sont avec moi. Et alors, il y a la vie, et alors, c'est joyeux.
Donc, apprendre à connaître ses émotions, les accepter, les accueillir comme des amis. J'ai un ami triste, ben, je l'accueille, je n'ai pas besoin de le consoler, je suis là simplement pour lui, pour l'accueillir. Et c'est ça qu'on a besoin de faire, je crois, Oui. dans le moment difficile. Et l'écriture de soi, ça permet de faire ça. Ça permet de faire la place pour accueillir ce qui se passe. Alors, effectivement, l'écriture de soi, on revient à soi, c'est une façon de se recentrer, d'accueillir les émotions, de pouvoir sortir aussi une série de choses. Tu as parlé de contraintes et je fais petit sourire parce que tu as remarqué que effectivement, il y a une part de moi, en tout cas, qui est pas à l'aise avec ça. Est-ce que le mot rigueur pourrait être juste aussi ou est-ce que tu fais une différence? En général, je parle de discipline. Oui. Alors, la rigueur, je pense que la régularité, peut-être, en fait, c'est de l'autodiscipline. C'est ça qui est difficile. C'est l'autodiscipline. Quand on nous dit restez chez vous et si vous sortez de chez vous, on va vous mettre une amende de 500 €, mais on reste chez soi. Quand on doit le faire par soi-même, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, moi, je crois que la discipline est intéressante et ça revient au fait d'être un disciple, de redevenir un élève, accepter qu'on a besoin de gagner en maîtrise. Et donc, ça change la perspective. Je vais apprendre quelque chose. Si je veux apprendre l'anglais ou la méditation ou la gymnastique, bah, il faut que je m'y mette. Ce n'est pas en lisant des livres que je vais apprendre à faire la gym. J'ai besoin de la pratiquer. Ouais, ouais. Donc, si je ne mets pas des moments où je choisis de le faire, je ne le fais pas. Oui, et j'ai le sentiment que, en tout cas, à titre personnel, je repère que ça fait partie de ce que je mets en place pour l'instant. C'est cette fameuse discipline. Tu parles effectivement d'écrire, tu viens de parler d'exercice. Est-ce que ça peut être intéressant de se mettre un schéma ou une structure quotidienne, je ne sais pas comment tu veux l'appeler. D'abord, est-ce que ça te parle pour justement trouver des points de repère? Est-ce que ça a du sens pour toi? Oui, beaucoup. Quand je parle beaucoup pour l'instant de cette notion d'empuissancement. Oui, On a besoin de s'empuissancer, ça veut dire augmenter soi-même notre puissance. Pour clarifier les choses, c'est quoi la puissance? Si on repart de la physique, et d'abord de la notion d'énergie, l'énergie, c'est ce qui caractérise, ce qui permet à un système de changer un autre système. C'est un peu théorique, mais quoi? Un système va apporter de l'énergie à un autre système pour le changer de place, pour le changer de forme, pour en changer la température. Je mets du feu sous l'eau pour que l'eau chauffe. Ça, c'est l'énergie. La puissance, par exemple la puissance d'une lampe, c'est sa capacité à fournir de l'énergie en un temps donné. Et partant de là, la puissance d'un homme ou d'une femme, c'est sa capacité à transformer son environnement en un temps donné. Améliorer notre puissance, c'est améliorer notre capacité à transformer notre environnement. J'ai une feuille blanche et j'ai envie de la compléter avec de la motivation, de la persévérance, de la discipline, de l'organisation. Je vais pouvoir petit à petit m'organiser pour remplir cette feuille blanche qui va peut-être à terme donner ce livre magnifique. Motif talentueux, par exemple, j'ai un titre que j'ai en tête. Mais moi, ça a été très fluide, tu le sais, ce processus. Et c'est ça, mais si je ne mets pas en place un système pour soutenir ça, ça va être difficile. Et c'est pour ça que la puissance, quand on veut l'augmenter, elle s'appuie sur trois grands domaines, ou trois grands leviers, si tu veux. Le premier qui sont nos motivations. Si il n'y a pas des raisons pour moi de faire quelque chose, je ne le ferai pas. Ça peut être quelque chose que j'ai envie d'éviter, le feu, je dois sauter dans le jardin. Voilà, c'est le feu qui va me pousser à sauter, ce que je ne ferai pas spontanément. Et donc, dans notre contexte actuel, la motivation, c'est… Il peut y en avoir plein. Il peut y en avoir plein. Les motivations qui nous aident beaucoup, c'est quand on apporte quelque chose aux autres, quand on rend service aux autres.
Mais on ne peut pas apporter durablement les services aux autres si on ne prend pas soin de soi d'abord. On ne veut pas revenir avec la notion de masque d'oxygène dans l'avion, mais on commence par soi pour pouvoir être bien, pour faire ça avec les autres. Il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui sont en souffrance, soit parce qu'ils attrapent eux-mêmes le Covid-19, soit parce qu'ils ont des détresses qu'on appelle la détresse compassionnelle, c'est-à-dire qu'à force de voir des gens souffrir et de ne pas pouvoir les aider, ils ont besoin d'apprendre à se soucier d'eux-mêmes s'ils veulent continuer à assurer ces soins dont on a tant besoin. Donc, premier pilier, motivation. Ouais. Les motivations. Donc, et ça, c'est vraiment important pour chacun de définir ce qui va nous porter. Et j'aime bien m'appuyer sur ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination pour identifier des types d'objectifs qui nous font du bien. Et il y en a 3. Il y a des objectifs de maîtrise, c'est-à-dire d'apprendre des choses. Comment on fait? Voilà, on suit une vidéo, on suit une formation, on fait les exercices, on apprend quelque chose, j'apprends à méditer, comme ça je progresse, ça me fait du bien. Ce sont des objectifs qui sont infinis, parce qu'on peut apprendre toute sa vie, on ne connaîtra encore que très peu de choses. Deuxième type d'objectif, ce sont des objectifs de connexion, c'est d'être en relation avec les autres, de passer du temps avec eux, de les écouter, de les aider, de les soutenir, ou d'accepter qu'eux nous aident aussi. C'est une autre forme de connexion importante, d'accepter l'aide des autres. Et le troisième type d'objectif, c'est tout ce qui touche à l'autonomie. L'autonomie, c'est la possibilité de jouir de soi et de définir soi-même comment on mène notre propre vie. Et je pense que c'est intéressant de s'appuyer sur ces 3 types de motivation en cette période-ci pour définir, mais au fond, si j'avais plus d'autonomie, comment j'aimerais piloter ma vie? À quoi j'aimerais qu'elle ressemble? À quoi j'aimerais que le monde ressemble aussi? Parce que beaucoup de gens s'accordent à dire que ça ne peut pas continuer à rester durer comme ça, comme on dit en Belgique. On va devoir changer, et beaucoup. Et quand je dis on va devoir changer, ça veut dire moi aussi, et peut-être moi le premier, et toi la première, et chacun le premier, parce que ça commence par soi, pour les phrases de Gandhi. Et donc, voilà. Quel sens je peux donner à cette période particulière qui va faire en sorte que je puisse en faire quelque chose de formidable? Je suis un fan de Viktor Frankl, qui est un des grands psychiatres qui est passé par les camps de concentration, et pour qui la notion de sens, la capacité à donner du sens à la vie, même dans les circonstances les pires d'un camp de concentration, a été un levier de survie, de progression et de vitalité et de joie, de bonheur. Donc voilà, qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui nous fait que le monde soit joyeux, qu'il soit bienfaisant pour tout le monde et dans la durée, et pour les générations futures, et pour les autres espèces animales et pour la biodiversité. Il y a déjà de quoi faire. Voilà, donc ça, ce sont des exemples de choses qu'on peut faire. Comment je peux transformer mes relations avec les autres. Il y a peut-être une personne avec qui je me suis pris la tête quelques fois. Bah, c'est peut-être le moment de lui écrire une lettre pour lui dire ce que je pense. Et puis, peut-être qu'il y a des personnes qui me sont chères, qui sont près de chez moi, à qui j'ai plus dit bonjour, ou à qui je n'ai pas dit autre chose que bonjour, salut, ça va, et toi, ça va, merci, ça va. Ce serait peut-être bien que je prenne soin d'elle, ne fût-ce que d'écouter, ou parler de mes propres difficultés, c'est bien aussi. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens, en disant que les liens changent, qu'il y a effectivement non seulement cette solidarité, mais on se rapproche, on se dit des choses de manière plus authentique parfois. Donc j'entends déjà pas mal de ce genre de choses, et puis parfois aussi, au contraire, il y a beaucoup de tensions et ça peut être plus compliqué. Donc ça met autre chose en avant également. Tu vois, dans des exercices que je propose, il y a aussi quelque chose qui peut être délicat pour certains, mais qui marche très bien pour la majorité, ce sont les méditations de fin de vie. Je vais me projeter à la fin de ma vie, et puis je vais regarder en arrière. Tiens, qu'est-ce que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas fait jusqu'à présent? Ou qu'est-ce que j'aurais aimé ne pas faire?
et que j'ai fait. Et donc, si je me projette à la fin de ma vie, 90 ans, plus je me garde derrière, ben tiens, ça me donne des éléments sur ce qui fait sens à mes yeux. Et alors, je peux me dire, revenant à aujourd'hui, tiens, voilà, j'ai pas envie, dans quelques années, quelques dizaines d'années, Ouais. de regretter de ne pas 20, 30. comment je vais le mettre en œuvre maintenant. Ouais. Et c'est un exercice fabuleux. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier bouquin. Parce qu'à la base, j'ai fait cet exercice-là, c'était en 2012, je crois. Une des difficultés de ma vie, c'est que mon père est décédé, j'étais encore adolescent. Et surtout, sa longue maladie avait fait que, et sa culture aussi, avait fait qu'il ne m'avait jamais parlé. Et je n'ai pas vraiment reçu de mode d'emploi de la vie. Je ne savais pas très bien comment il fallait faire. Et au fil de toutes mes années d'avancer, j'ai petit à petit appris comment je pouvais faire pour vivre bien pour moi et pour les autres. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien de laisser un mode d'emploi à mes enfants. Mmh. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire quelques pages grâce à l'aide d'un de mes amis qui m'a mis un petit coup de pied, un petit coup de pouce, là, ce que les Américains appellent nudge, tu vois, là. Allez, vas-y, allez, vas-y. Vas-y. Il m'a mis le pied à l'étrier. Et j'ai écrit 20 pages qui sont les pages les plus précieuses de ce livre, sauf qu'elles n'y sont pas, parce que ces pages n'étaient pas bonnes. Mais si je ne les avais pas écrites, je n'aurais pas pris le goût à l'écriture, je ne me serais pas rendu compte que finalement j'étais capable de le faire, je n'aurais pas compris que pour le faire, j'avais besoin d'avoir une discipline, de la rigueur, de la régularité. Et donc tout ça, ça a permis de transformer ce papier blanc en quelque chose d'existant, puis ça fait un livre, puis ça a transformé complètement ma vie. Mmh. Mmh. Et je crois qu'on peut faire ça dans des périodes comme maintenant. C'est un cadeau du ciel aussi, même si Oui. c'est désagréable, si ça fait peur. On peut regarder le Always look at the bright side of life. Tu sais, c'est la chanson de Oui, et effectivement, profiter de ce moment peut-être inattendu pour, en tout cas pour les personnes qui ont l'occasion de le faire, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le front, mais profiter pour retourner à l'essentiel, Ouais, parce que c'est le moment, je pense. ouais. C'est un moment précieux, c'est un moment important et on peut en faire quelque chose de magnifique, Mmh. Mmh. surtout si on le fait collectivement. Parce que c'est ça aussi qui se passe, c'est pas juste quelque chose qui nous touche individuellement. Je crois que le monde ne s'est jamais senti autant en interdépendance que maintenant. Ouais. Ouais. Et j'aimais bien Michel Simès, là, le médecin sur France 2, qui disait si vous hésitez à sortir de chez vous ou pas, et que vous dites finalement c'est pas moi qui vais changer le cours de cette maladie, dites-vous bien que au départ, il y a une seule personne qui est sortie. Et vous voyez ce que ça a fait. Alors, avant de vous dire je vais sortir, je peux sortir, ça vaut peut-être la peine de vous poser la question tiens, et si moi aussi j'étais cette personne et qui part un peu dans la connecté. Donc, on se rend compte de cette interdépendance de manière physique, quoi. Elle est dramatique d'ailleurs. Donc, je crois que c'est bien d'en profiter, de se dire je peux changer quelque chose dans le monde. Mmh. Un petit battement d'ailes de papillon ici. Ouais, ouais, ouais. Ça peut donner de l'envie, de la motivation. Chacun notre responsabilité à plein de niveaux, en fait, hein. Mmh. Mmh. Regarde, il y a plein de commentaires. Oui, il y en a un que je trouve intéressant par rapport à ce que tu disais, un petit peu avant. Quand on parlait des médecins, et de l'importance du masque, mais pas de se masquer, mais de reprendre soin de soi. Quelqu'un nous dit: «Le souci, c'est aussi que certains soignants arrivent à ce métier précisément parce que, ça leur est tellement plus facile de s'occuper des autres, pour éviter de regarder vers soi-même». Je trouve que la réflexion est intéressante. Mmh. Mmh, mmh. Oui. Non, moi, j'ai une formation en ligne, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un partenariat avec Médecins sans frontières, Mmh mh. justement pour aider les équipes qui sont sur le terrain à s'arrêter
et à prendre soin d'elles. Ça fait des dégâts. Et que la profession de la médecine est aux États-Unis la profession dans laquelle il y a le plus de suicides. Il y a plus de suicides dans le monde médical que dans l'armée, dans les vétérans de l'armée. Ah ouais? Oui. Aux États-Unis, c'est ça? Aux États-Unis. En Belgique, la population est à risque aussi. J'ai assisté à un congrès de médecins de l'APSIM et c'est vraiment très fort parce que, effectivement, comme l'écrit cette personne, bah, on s'occupe trop des autres, on s'oublie. Et c'est un moment aujourd'hui, je crois, et juste maintenant, tiens, d'ailleurs, parce que l'important, c'est maintenant, c'est un moment parfait pour s'occuper de soi. Oui, oui. Mais ça peut effectivement être un piège d'être dans l'action, s'occuper des autres, s'occuper de projets, travailler. Ouais, il peut y avoir plein de choses qui nous font passer à côté de nous, qui nous empêchent de nous traiter, comme tu le dis si bien, comme notre meilleur ami. Une belle métaphore pour pouvoir intégrer, en tout cas, commencer à percevoir la notion de prendre soin de soi, en fait. Ouais, exactement. Elle est essentielle. Elle est au cœur de la philosophie de Socrate, même si on ne lui a pas donné toute la visibilité, parce qu'au IVe siècle de notre ère, c'était saint Augustin qui estimait qu'il fallait d'abord se soucier de Dieu, du roi et autres, mais à la base, Socrate, il écrit ce qu'on appelle Epimeleia Eotou. J'aime bien dire 2-3 mots en grec, ça fait très bien, je ne maîtrise pas le grec, mais j'ai bien retenu ces deux-là. Epimeleia Eotou, qui est le souci de soi. Le centre de sa philosophie, c'est le souci de soi. Et le fameux connais-toi toi-même, qui est arrivé avec plus de publicité jusqu'à nous, n'est qu'une partie de ce souci de soi. Donc effectivement, pour me soucier de moi, j'ai besoin de me connaître. Ça fait partie des qualités de l'amitié dont je parle dans mon meilleur ami. C'est un ami, il me connaît, il sait qui je suis, il sait quels sont mes goûts, mes aspirations, et il me soutient en ce sens. Et donc, de nouveau, c'est une bonne période pour aller regarder, mais en véritable ami pour soi-même, tiens, mais c'est quoi mes aspirations? J'ai envie de poser la question, Nathalie, c'est quoi tes aspirations pour cette période? Revenir vraiment à l'essentiel, prendre le temps, ralentir. Ouais, je pense que ralentir, revenir à moi. En tout cas, moi, je le vois comme aussi un cadeau. Et puis, il y a dans mes aspirations aussi, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer au niveau relationnel, dans le bon sens. Et j'ai envie de maintenir ça parce que je trouve que c'est important, en l'occurrence avec mes parents parce qu'ils sont pas tout jeunes, avec des amis que je ne vois peut-être pas assez à mon goût. Voilà, oui, il y a des choses intéressantes et puis probablement au niveau du travail aussi, déplacer. Je le disais déjà début d'année et l'année passée, mais déplacer le focus pour rééquilibrer. Donc voilà. Les choses qu'au fond, en tout cas en ce qui me concerne, quand tu me poses cette question-là, que je sais, mais pour lesquelles je n'ai pas forcément pris le temps, parce que, comme beaucoup de personnes, je m'envoie des excuses, oui, après, etc. Mais là, il n'y a pas d'après, il y a maintenant. Donc, oui, une fois de plus, moi, je le vois comme un cadeau d'une certaine manière. Tu parles d'excuses et peut-être on peut terminer là-dessus. Les excuses, c'est ce qu'on utilise pour protéger l'idée que l'on se fait de qui on est. C'est plus facile de dire que c'est à cause de tel ou tel. Je ne suis pas du tout en train de te critiquer, mais c'est plus facile de dire que voilà, moi je ne fais pas de gym parce que j'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps pour ça, je n'ai pas l'occasion, je n'écris pas parce que je ne sais pas écrire. Voilà, tout ça, ce sont des excuses. Si j'ai vraiment envie d'écrire, j'ai besoin de dépasser mes excuses et de les transformer pour assumer la responsabilité de ce que je ne fais pas sans être envahi par la culpabilité. Et c'est la peur de la culpabilité et surtout de la honte que l'on ressent à l'idée d'être coupable qui nous prive de cette responsabilité. Or, la responsabilité,
étymologiquement, en tout cas en anglais, responsibility, c'est l'habilité, la capacité à apporter des réponses. Oui. Et donc, si je récupère ma responsabilité, que je l'assume, j'ai plus de pouvoir pour faire évoluer les choses. Et je crois que c'est une bonne période aussi pour, d'une part, aller calmer notre honte, aller l'accueillir avec amitié et tendresse, parce que tous les humains presque ressentent de la honte. Et puis, libérer en partie de ce poids. Je peux aller regarder les parties d'excuses où je n'assume pas pleinement mes responsabilités et je peux aller les chercher, ces responsabilités, les récupérer. Ça me donne du pouvoir. Donc l'autonomie, je parlais des 3 séries d'objectifs de la théorie de l'autodétermination, ça me donne de l'autonomie. Si je suis responsable d'une situation, ne fût-ce que partiellement, j'ai plus de pouvoir que si je ne suis pas responsable. Donc voilà, je pense que c'est une bonne période pour aller nettoyer tout ça, se faire du bien. Et vraiment comprendre que se soucier de soi, ce n'est pas un égoïsme, c'est un profond altruisme. Le Dalai Lama, Satish Kumar, des gens comme ça sont complètement en ligne avec ça. Et la science aussi, puisque aujourd'hui, sur la compassion et l'autocompassion, on voit bien que c'est le cœur de la relation à soi qui nous permet d'être bien avec soi et bien avec les autres. Super, merci beaucoup Pierre pour ces apports et cette vision nouvelle. C'est toujours très riche parce qu'on est au 12e épisode et il y a vraiment plein de points communs entre ce que les intervenants, mes invités partagent, mais chaque fois avec on va dire des nouvelles vibrations puisqu'on est dans les good vibes. Donc merci pour ton apport, merci d'avoir accepté mon invitation et à très bientôt. Très bientôt, Nathalie, on va présenter ton livre un jour, n'est-ce pas? Oui, bientôt, on espère en tout cas. Bye bye. Merci pour l'invitation. Au revoir.